Ouais, moi, pour reprendre, évidemment, il fallait en passer par là, t'as raison, en passer par Bresson, l'inexpressivité, etc. Ce qui est intéressant dans l'animal, c'est son inexpressivité. Alors, il y aura toujours des gens pour dire, non, mais pas du tout. Je veux dire, les animaux, ils expriment des trucs. Moi, quand mon chat, il veut me donner de la tendresse, bah, je comprends très bien dans ses yeux. Oui, certes, sans doute, il doit y avoir quelques hypothèses d'expressivité dans le monde animal. Mais enfin, en gros, tout ça reste assez opaque. Pour reprendre d'ailleurs l'exemple, tu sais, dont tu as parlé, où il y a la séparation d'ailleurs entre Cassandra et l'âne. Donc l'âne, enfin, Io est dans le van, elle est à l'extérieur. Un plan sur l'un, un plan sur l'autre. Et elle pleure. Pourquoi est-ce que elle pleure? Un être humain a des registres d'expression. Il peut faire beaucoup de choses avec son visage pour exprimer tout un tas de sentiments. Et nous avons de l'autre côté un âne qui lui ne fait rien. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette gamme d'expressivité-là. Les animaux n'ont pas ça. Encore une fois, je veux bien croire qu'ils puissent être expressifs aux yeux de gens particulièrement clairvoyants et en connexion avec le monde animal, mais globalement la panoplie expressive de l'animal est bien inférieure, et c'est sans doute ce qui est à la gloire de l'humanité, mais aussi à son détriment d'une certaine manière, parce que ayant cette gamme expressive, il arrive assez souvent que nous en fassions un usage abusif, et les premiers en faisant un usage abusif étant évidemment les acteurs. Les acteurs, évidemment, se sentent toujours un peu obligés d'exprimer les choses. Donc là, nous avons donc une actrice, elle exprime, elle pleure, elle réquisitionne ou elle mobilise toute sa panoplie expressive, et notre Io, lui, pas du tout. Alors là, on pourrait se dire, par exemple, quel est le plan le plus émouvant des deux? Parce que voilà, hein, il faut quand même toujours rappeler, et d'ailleurs tu as donné des éléments de réponse à ça, enfin en tout cas des pistes pour expliquer ce phénomène étrange et néanmoins vertigineux. Pour ce qui me concerne, je suis 1000 fois plus ému par le plan d'Io que par le plan de l'actrice qui pleure. Bon. Alors c'est toujours un peu le même truc, hein, c'est toujours le syndrome Piala. Ne fais pas pleurer tes acteurs, c'est au public de pleurer. Mais ce qu'il faut comprendre dans le théorème Piala, c'est précisément parce que l'acteur ne pleure pas qu'il me reste des larmes pour moi, spectateur. Et que donc, toute l'expressivité qui est soustraite par l'animal, il ne s'exprime pas, peut me revenir. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de transfert émotionnel qui rejaillit sur moi et qui fait que je suis ému. Alors qu'inversement, si l'acteur prend tout, l'énergie expressive, il m'en reste plus. Et donc moi je regarde ça comme un âne un peu indifférent, quoi. Je veux dire, un petit peu circonspect devant le cirque expressif des acteurs. Mais il faut toujours rappeler ça, c'est que il y a tout un tas de raisons morales, ontologiques, philosophiques, dramaturgiques, esthétiques, à ce que des gens comme Bresson ou Skolimowski en soient arrivés à prôner une certaine inexpressivité, mais il y a au bout du compte aussi un calcul émotionnel. Il y a le pari que ça sera plus émouvant comme ça. Et c'est bien la raison pour laquelle la dernière scène de Hazard Balthazar est une des plus émouvantes du monde. Bon, maintenant que ceci a été dit, qu'on part sur des bases d'inexpressivité, il est évident que tu as le plan, par exemple, qu'on retrouve chez Bresson et qu'on retrouve ici moins souvent que dans Hazard, je crois. C'est un plan sur l'œil. Oui. C'est vrai qu'un œil, et souvent, un œil. Pourquoi c'est tellement émouvant un œil d'animal et peut-être un œil en gros plan d'un âne en l'espèce? Ce serait, c'est parce que c'est opaque, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui. Bon, et donc l'œil de Io est plutôt là sollicité non pas en tant qu'il exprimerait un sentiment, mais en tant qu'il regarde lui-même des choses. Et donc c'est souvent qu'effectivement. En gros, Io est le relais du cinéaste. En gros, il y a une espèce de conjonction, d'opposition entre le cinéaste et Io. Et on a par exemple souvent des raccords de regard. Enfin, ça arrive 3, 4, 5, 6 fois. Un plan sur Io, il tourne la tête vers quelque chose, ce qui ouvre un raccord vers la chose en question. Il y en a un qui est relativement marquant, et qui est subtil. C'est que justement, quand on débarque dans cette scène qui va être la scène de l'inauguration, alors dont on ne sait toujours pas si c'est une ferme pour poulets ou une usine à fourrure ou que sais-je, on commence de plein pied. Quand on arrive là, sur la scène des élus, enfin des officiels. En plan fixe d'ailleurs, voilà. Un des rares plans fixes du film. Gros ciseaux, donc on est dans le grotesque un peu, les ciseaux sont trop gros, et c'est une super trouvaille burlesque en fait, enfin grotesque. Ouais. Flanqué de prêtres et de filles et de jeunes ou je sais plus quoi, habillés dans des habits folkloriques un peu auto-ironiques, bon très bien, plan fixe. Contre-champ à 180, nous nous retrouvons avec une caméra qui est à l'intérieur du hangar, et ces gens-là se dispersent pour rentrer dans le hangar en question, très bien. Et se dispersant, il découvre notre ami Eo qui était là en fait. Il était dans cette petite foule. Et nous comprenons rétroactivement que ce premier plan de face avec les élus à gros ciseaux était un plan du point de vue d'Io. C'était lui qui regardait. Bon, alors on pourrait dire, là on est dans des stratégies de raccord de regard où il ne vaut que comme regard. On pourrait dire presque comme se rêverait parfois, c'est rêver par moments le cinéma, c'est-à-dire que l'objectif de la caméra devrait être entendu à double sens. C'est l'objectif et il est objectif.
c'est-à-dire qui te filme objectivement les choses. Ça, c'est quand même un rêve qui traverse l'histoire du cinéma et un rêve auquel je tiens. Parce qu'on a eu quand même un super outil qui s'appelait une caméra et qui permettait de regarder les choses sans les imprégner sentimentalement, sans les imprégner de ce que nous en pensons ou ce que nous en ressentons. Ce qui fait quand même beaucoup de bien. C'est-à-dire ce qui nous soustrait à, je dirais, la religion du ressenti.